Alors, je vous souhaite à nouveau la bienvenue à ce troisième webinaire de la DGF, dont la thématique choisie est un complément de la réflexion qu'on avait engagée sur le premier webinaire à l'occasion de la digitalisation globale de nos exploitations et des clubs de golf en général. Donc, sur l'expérience client, c'est une discipline qui est peut-être encore trop rare dans les golfs français. Elle, elle est déjà bien présente en Europe, notamment au UK, donc dans tous les pays anglo-saxons et dans les pays scandinaves également. Et en France, c'est une discipline globale à laquelle on commence à s'intéresser et on voit et on verra quelles sont justement les conséquences, les ROI et les bénéfices que l'on peut en tirer. Pour aborder ce thème général, nous avons le plaisir d'accueillir Harriet van Solingen, donc d'origine néerlandaise de son état. Donc, petite présentation, petit pitch sur Harriet. Harriet connaît le milieu du golf depuis quelques années maintenant, le milieu du golf français depuis 2013, puisqu'elle elle est venue en France autour de ces années-là. Certains et certaines l'ont peut-être déjà rencontrée et connue à travers une activité, notamment dans le textile golf chez Roniche, que tu as toujours, Harriet, si je ne me trompe pas, Oui, cette activité-là. Et puis, donc c'est une évolution de la carrière d'Harriet dans le golf après quelques années dans des grands groupes internationaux déjà sur cette expérience client à travers le commerce et les sales dans un premier temps, et puis sur cette coloration golf à travers donc une action chez Roniche, et puis aussi dans la chaussure de golf, un peu luxe chez Duca del Cosma, une marque italienne de jolis souliers de golf. Et puis, puisque cette sensibilité était bien présente chez Harriet, elle s'est spécialisée dans l'expérience client, et donc elle a contacté la DGF il y a déjà quelques mois, quelques années, ce qui nous permettait justement d'évoquer et d'enclencher ce système-là, encore une fois, encore trop peu présent dans l'esprit des directrices et directeurs de golf français. Et on a trouvé intéressant de sensibiliser justement les membres de la DGF à cette démarche. Et donc, Harriet va nous en présenter les grandes lignes, en fait, de ce qui va du marketing digital au parcours client, et puis surtout sur l'organisation que l'on peut avoir dans nos golfs pour mesurer cette expérience client, la solliciter, la monitorer et évidemment, au terme, pouvoir en tirer des bénéfices et des profits commerciaux, pour parler très vulgairement, bien évidemment. Donc voilà, merci Ariette pour ta présence et cette présentation d'avance. Encore une fois, on présentera les questions et les réponses. Si on peut y répondre à la volée pendant la présentation, on le fera avec grand plaisir, et sinon, il y aura une partie réservée à la fin du webinaire. C'est à toi, Ariette. merci Pierre. Bonjour à tout le monde. Moi, je commence avec l'agenda. Donc, on commence avec la première partie, le consommateur qui change, le consommateur changeant. L'expérience client sur un club de golf. Hein. Ensuite, les enquêtes de satisfaction en pratique, les résultats mesurables, ce qu'il faut retenir, et ensuite les avantages des enquêtes de satisfaction client automatisées. Donc, on commence avec la question: où mettons-nous tous ces golfeurs? En raison de la pandémie, le golf est l'une des rares sports que les gens sont encore autorisés à pratiquer. Ceci a augmenté le nombre de nouveaux golfeurs. La plus forte augmentation est en Amérique et en Europe du Nord, comme en Danemark et aux Pays-Bas, mais une augmentation est également visible en France. Donc, la question est maintenant de savoir comment nous garder ces nouveaux golfeurs si les autres sports sont à nouveau autorisés. Pour répondre à cette question, nous devons comprendre ce qui est important pour ces golfeurs et comment nous pouvons les rendre heureux afin qu'ils veulent rester. Il s'agit donc de happy clients ou de comment gérer la satisfaction de l'expérience client. Le consommateur change.
Premièrement, nous devons comprendre le monde dans lequel nous vivons et l'évolution des habitudes et les besoins des consommateurs en général. C'est pour ça qu'on regarde l'experience economy. Nous vivons dans un monde d'économie de l'expérience. Une best-seller était déjà écrit par l'Américain Joseph Pine en 1999. Et ça signifie que nous ne vendons plus des produits ou des services, mais que les clients attendent une expérience complète. Le produit n'est qu'une partie de l'emballage global dans lequel de nombreuses émotions jouent un rôle. On utilise souvent l'exemple d'un café sur une terrasse de la place de San Marco à Venise où ce café il coûte 10 euros et le café au bar dans une petite rue derrière la place coûte 1,50 € pour le même produit parce que ce n'est pas la même expérience. Aujourd'hui, comme vous avez vu, l'exemple des outils techniques, comme il y a beaucoup de choix, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les codes RFID, les écrans tactiles, les événements en réel et digital, tout ça augmente les possibilités de l'expérience client. Nous sommes dans un monde de digital transformation. Nous sommes dans la transformation numérique, un monde où les mutations technologiques ont apporté de nombreuses nouvelles possibilités, mais qui a aussi des conséquences sur les aspects non technologiques, tels que décrits dans le livre de John Stone, Les clés du futur. Il a appelé 5 types de révolutions: la révolution conceptuelle, économique, managériale, sociétale et technologique. Après, j'explique les 5 transformations, révolutions technologiques, mais en gros, on vit dans un monde qui change tout le temps et on fait des décisions sur cette circonstance incertaine. Il s'appelle VUCA. En anglais, ça veut dire volatility, volatilité. Ça veut dire beaucoup de choses changent constamment à l'avenir. Uncertainty, incertitude, ce qui signifie que l'avenir apportera plus d'incertitude et qu'il est plus difficile à prévoir. Complexity signifie que de plus en plus des choses s'influencent mutuellement, ce qui rend l'analyse plus difficile. Et la dernière chose, c'est ambiguïté, que le manque de clarté sur la façon dont quelque chose doit être interprété. Donc, en résumé, vous pouvez dire que plus l'environnement est complexe et volatile, plus il est difficile à prévoir et donc plus incertain et plus difficile à gérer. Donc ça, c'est l'ambiance où nous vivons aujourd'hui. Pour le golf, on peut poser des questions simples à base de les 5 révolutions. Par exemple, sur la révolution conceptuelle, ça commence par le changement conceptuel de l'environnement dans lequel on se trouve. Et là, c'est important la vision que le directeur a de sa position de son golf dans cet environnement. Donc, il faut se poser quelle est notre force, quelle est notre position, quels sont notre services et quel type de client est adapté à ça, sur quel type de client on peut nous focaliser. Sur la partie révolution économique, il faut regarder la diversification des sources de revenus. La recherche sur la valeur économique du marché français du golf de la Fédération française du golf en 2018 a montré que les golfs avec une diversification des revenus sont plus fortes économiquement. D'où pouvons-nous obtenir de nouveaux revenus? Pouvez-vous créer des nouveaux services, des nouveaux types d'abonnements, loisirs avec des partenaires autour de vous? La question sur la
managériale, donc sur l'organisation, sur la structure organisationnelle et l'attention portée à la satisfaction des employés est très important. Mais aussi, des nouvelles compétences sont nécessaires pour répondre aux besoins des futurs clients. Il faut avoir un bon niveau de service aux clients, évidemment, mais il faut aussi connaître le nouvel écosystème de marketing et les outils numériques. Et la révolution sociétale, ça veut dire que nous regardons les gens comme ils comportent dans notre société. Pensez aux besoins changeants de nouveaux golfeurs. Est-ce qu'il veut assister des clubs de golf neufs ou d'occasion ou veut-il les louer? Est-ce qu'il joue trois trous ou 6 ou 9? Est-ce qu'il veut venir en groupe ou seul? Aujourd'hui, il existe déjà un marché en ligne entre les golfeurs des équipements de golf, comme les clubs d'occasion, qui est en forte croissance. Donc, il commence d'arriver des autres plateformes pour faire un échange et un achat des matériels, par exemple. Et par rapport à la révolution technologique, c'est la nouvelle data platform. Mais aujourd'hui, on n'achète plus un nouveau serveur comme club de golf. On doit avoir l'accès à les plateformes qui existent parce que les technologies changent trop vite. Donc, il faut travailler avec open source, avec un abonnement d'accès qu'on peut changer. Donc, ça sont les 5 révolutions un peu expliquées par la question pour le golf. Ensuite, on a une fait que le sondage on dit que 24% des consommateurs mondiaux continueront de faire des achats numériques. Donc ça, et c'est à cause de pandémie, ils se sont trouvés ce nouveau canal, mais il veut dire donc une quart veut continuer sûrement pour l'utiliser pour leurs achats. Cela signifie que les entreprises ne peuvent pas éviter d'être visibles sur ce canal numérique auprès des consommateurs. En plus, on sait bien que le consommateur est connecté, vous-même, vous êtes connecté tout le temps et ça veut dire aussi que le consommateur d'aujourd'hui est très bien informé. Aussi, si votre golf n'utilise pas les médias sociaux ou vous n'avez pas une Facebook ou un compte Instagram, ou vous n'utilisez pas les outils d'évaluation comme Leading Courses ou une autre chose, n'oublie pas que les consommateurs sont là et sont également informés de votre golf grâce à ces canaux, aussi quand vous ne le suivez pas. Ensuite, ça, c'est un aperçu incomplet des canaux médiatiques d'aujourd'hui, utilisés par les consommateurs et donc aussi par les golfeurs potentiels et existants. C'est très important que vous vous rendiez compte que cette communication a lieu et que vous fassiez ensuite un choix conscient des canaux à choisir pour cibler votre golfeur. On parle du Net Promoter Score. L'indicateur aujourd'hui le plus fameux pour la satisfaction client est le Net Promoter Score. C'est juste une question. Recommanderiez-vous notre golf à un ami ou un collègue avec une échelle sur 10, avec le chiffre 9 et 10 pour les réponses très favorables, donc ce sont les promoteurs, et l'échelle de 0 à 6 pour les détracteurs. Ils ont une émotion négative sur l'expérience. Et donc, le pourcentage de NPS, c'est simplement le pourcentage des clientèles 9 et 10 moins les pourcentages de clientèles qui ont donné une 0 à 6. Là, il n'y a pas un pourcentage absolu pour tous les marchés. Donc, il faut trouver un peu une benchmark, donc un cadre
dans notre marché ou dans un pays ou dans un cluster des entreprises. Et on peut dire dans le golf, plus ou moins, c'est entre 30 et 40%. Les détracteurs, donc les personnes qui ont donné une 0 à 6 sur cette échelle, ils ont une mauvaise expérience et 50% le disent à leurs amis, 30% à l'entreprise et seulement 15% donnent des commentaires sur les sites d'évaluation. Donc, quand vous avez déjà un commentaire sur le site, vous pouvez comprendre qu'ils sont encore plus des gens malcontentes que seulement ceux qui la communiquent à vous. Par contre, les promoteurs, par rapport à des détracteurs, ils sont très favorables. Ils dépensent de plus, ils sont 4 fois plus susceptibles d'acheter à nouveau, plus de 5 fois. Ils pardonnent l'entreprise après une erreur, et plus de 7 fois, il veut essayer des nouveaux services, des nouveaux produits. Donc, à la fin, il faut il faut essayer d'avoir plus de promoteurs, les clients fidèles, parce qu'ils dépensent plus et à la fin, il devient votre ambassadeur. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans le nouvel écosystème de marketing. Vous avez vraiment des promoteurs qui font partie de votre marketing stratégique. On parle là aussi à valeur à vie de votre client parce que la valeur à vie, c'est le cycle de vie du client qu'on va compter. On sait bien que les règles qui on donne, c'est attirer des nouveaux clients coûte 5 fois plus cher que fidéliser les clients existants. Donc, c'est clair qu'il faut regarder attentivement à chaque étape que votre client avec vous votre client a avec vous, avec votre golf, et quelle est l'étape pour le faire devenir encore plus satisfait et plus loyal qu'il reste pour la vie. L'expérience client au golf. Comment mettre en œuvre? Ok, on commence avec la question des raisons d'être de votre golf ou le Golden Circle de Simon Sinek. Why, how and what? Les visions. Pourquoi votre club de golf existe-t-il? Quelle est votre vision, mission avec le club de golf? Quelles valeurs relient les personnes qui y travaillent et les clients? Quelle expérience offrez-vous à votre client? Pourquoi cette expérience est différente d'un autre club de golf? Ça, c'est la base pour pour avoir une compasse et pour commencer à faire des choix. Ensuite, c'est très important que vous engagez vos employeurs. La structure organisationnelle et le personnel qui travaille doit être fait dans une manière connectée, horizontale et transparente, où chacune est en contact avec l'autre. La satisfaction des employés joue également un rôle très important. Il n'existe plus une gestion hiérarchique de haut en bas, mais où tout le monde joue un lien important dans la vue d'ensemble et où l'expérience client est centrale. Après, on peut cartographier le parcours des golfeurs, c'est-à-dire quand le golfeur vient chez vous, avant, il avait déjà fait beaucoup de décisions. Il avait déjà choisi dans quel golf il veut jouer. Il avait déjà fait son booking, son réservation. Il a beaucoup de choix, comment il veut faire. Il peut vous téléphoner, mais il peut aussi
avoir des avis des amis ou consulter un autre site pour faire son choix. Après, quand il arrive, comment sera-t-il accueilli à son arrivée? Est-ce que le reconnaissent-ils? Est-ce qu'ils savent qu'il vient toujours? Est-ce que le personne dans l'accueil donne l'idée qu'il est connu, il est bienvenu et il ne pose pas des questions qui ne sont pas personnalisées. Après, il commence à jouer, évidemment. Bon, il y a de nouveau les interactions sur le terrain avec des gens, avec des starters, avec des autres gens qui jouent, avec peut-être le greenkeeper qui est encore sur le parcours, avec des personnes personnelles pour lui aider. Et après son jeu, peut-être il a utilisé un chariot, c'est mauvais temps. Est-ce qu'il peut le laver? Aujourd'hui, on ne peut pas, donc certains golfs, c'est dommage. Donc, il doit retourner avec ses chariots et ses chaussures sales dans la voiture. Est-ce qu'il utilise la restauration? Est-ce qu'il est content de ça? Et après, de retourner à sa voiture, est-ce qu'il rentre encore dans le clubhouse? Peut-être c'est pas non plus besoin de rentrer dans le clubhouse, mais est-ce que ça, c'est intéressant de le faire parce que ça veut dire qu'il a un contact de nouveau avec votre personnel et vous pouvez le remercier pour votre jeu, pour votre visite. Et après, quand il rentre à la maison, est-ce qu'il y a la possibilité de partager son expérience client avec ses amis, mais aussi avec vous? Est-ce qu'il peut donner un avis peut-être parce qu'il a vu quelque chose d'intéressant ou il a vu quelque chose qu'il n'aime pas? Là, c'est le parcours de golfeur qui commence avant de venir chez vous et qui arrête aussi après d'avoir quitté le terrain de golf. Le plus important est encore de savoir, c'est pas seulement les interactions live, réelles, sont aussi les points de contact digital. Aujourd'hui, on est tellement connectés qu'on utilise beaucoup des sources, des outils digitales pour la recherche, pour la validation, pour le GPS. On peut payer avec ça. On peut, évidemment, avant de jouer, on peut aussi nous entraîner avec Top Tracer. On peut utiliser pendant le jeu euh, golf de tracé pour tracer le golf shot. On a tellement des applis pour mesurer notre performance et souvent les fournisseurs de ces outils, ils ont beaucoup de données clients que nous, ou vous, comme club de golf, vous n'avez pas. Donc là, c'est très intéressant de savoir où et qui a plusieurs données et si vous pouvez l'utiliser pour savoir et connaître mieux votre client. À la fin, ça veut dire qu'il faut rassembler tous ces types d'informations. Vous avez votre information, évidemment, de votre caisse, de votre CRM, de la gestion de relations clients. Vous avez les données standards, vous avez des données quand quelqu'un achète chez vous. Vous avez aussi les données quand vous envoyez des emails, qui fait le retour, qui achète sur la promotion, qui utilise les vouchers et tout ça. Et il faut le mettre ensemble avec les autres données pour créer un profil 360 degrés de votre client. Parce que c'est très important qu'ils ont beaucoup de données existantes que vous pouvez seulement connecter pour mieux comprendre son comportement. À la fin,
pour le rendre facile, il faut créer un système automatique. Il faut créer un système, une boucle de continue pour avoir ces commentaires et la connaissance du client. Ensuite, de faire les implémentations de son choses qu'il aime, qu'il n'aime pas, de changer les choses qui ne sont pas bien validées. Et après, le monitorage pour savoir si ce changement apportait des satisfactions en plus sur ce type de client. Et on arrive avec ça, avec les enquêtes de satisfaction client. Donc, comment ça marche? Ça, c'est un exemple d'un tableau de bord où une manager peut voir tous les détails des clients. Et on va faire un exemple par un questionnaire d'un groupe qui nous s'appelle guests, ce sont des clients invités. Ils ont, excusez-moi, ils ont à gauche les commentaires positifs. Ils disent bon, c'est un super parcours, merci, une atmosphère très bien, un service parfait. Et à droite, en bleu, vous voyez les commentaires moins favorables. Donc, c'était trop des gens. Il y a des travaux sur le parcours, les conditions ne sont pas top. Donc, ça, sont beaucoup des commentaires que vous recevrez de ce groupe de cibles. Et pour le même parcours, vous pouvez avoir d'une autre groupe de cibles complètement les commentaires différents. Donc, par exemple, les membres, positivement, ils vous remercient parce que c'est très bien fait, le parcours en très bonne performance. Et vous avez fait des améliorations sur le parcours, c'est très bien. Et négativement, peut-être ils ont dit ouais, le prix ne sont pas très compétitifs, les zones de practice, c'est pas bien maintenu, etc. Donc, c'est pour dire que chaque groupe aussi, chaque personne est différent, donc on peut avoir beaucoup de commentaires différents. À la fin, on parle aussi du NPS score, et ça, c'est évidemment important, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ce type de clients ont donné une mauvaise score ou une score très bien. C'est très important de savoir ça, le pourquoi. Et donc, il faut avoir une idée quels sont les points clés de contact qui donnent cet point de satisfaction ou désatisfaction. Et c'est pour ça que les personnes, l'association la société qui a inventé le NPS score, il a aussi une matrice anger delight, colère, plaisir. Et là où il vient les émotions, parce que pas tout le monde donne les mêmes valeurs à les mêmes points sur votre golf. Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un n'est pas intéressé de restauration, aussi qu'il trouve que le service n'est pas très bien, ça n'influence pas beaucoup le score final de satisfaction. Donc ça, c'est très important de comprendre. Et pour le mettre dans un système, il y a une matrice avec les deux axes. Donc, l'axe vertical, c'est la satisfaction, le niveau de satisfaction de ce client. Et l'axe horizontal, c'est l'importance, donc l'impact sur le score NPS final. Donc, par exemple, si la satisfaction est bas et l'importance est très haute, c'est le quadrant en bas droite, et c'est là où il faut réagir.
Donc, il ne faut pas nécessairement traiter tous les points, et il peut traiter seulement les points qui sont les facteurs clés du succès et les points faibles qui doivent être traités. Donc, c'est une chose très efficace et ça évite d'avoir trop de data et aussi de travailler sur trop de points. Pour l'exemple, pour les invités, c'est donc, on a la matrix, on a beaucoup d'informations, on prend deux et on dit, OK, en autre, c'est maintain, c'est atteindre, c'est positif. Il est écrit welcoming atmosphere for guest players. Ça veut dire qu'ils se sentent bien accueillis comme invités. En rouge, c'est améliorer. C'est écrit The club keeps us well informed if there is repair on course. Ça veut dire que les invités, ils ne se sentent pas bien informés quand il y a du travail sur le parcours. Donc, ça, il faut travailler sur la communication quand vous avez du travail sur le cours. Ça, c'est très clair et très simple. Pour les membres, il y a évidemment aussi beaucoup de commentaires, mais c'est une axe différente pour un argument donc, à maintenir, qui est très positif. Ils disent « It's a place where it's always a pleasure to arrive ». Donc, ils se sentent très bien accueillis, ils aiment bien de venir. Et le point faible pour améliorer, c'est « The board notices when players come up with an idea ». Le bureau, il ne se rend pas compte, ou il ne donne pas valeur à les idées que les membres offrent ou laissent après leur évaluation. Donc là, il faut prendre plus en compte des choses que les membres ont dit. À la fin, tout ça, de nouveau, c'est pour donc créer un appel à l'action, faire quelque chose pour améliorer la satisfaction client, pour les emporter à la fin à devenir les promoteurs. Parce que les promoteurs, ils restent plus longtemps, ils attirent les nouveaux clients et ils augmentent votre revenu. À la fin, il faut toujours mesurer les résultats. Normalement, on travaille avec le ROI, donc le Return on Investment, mais cette fois-ci, on s'appelle le Return on Experience. Donc, ça veut dire, c'est aussi de Bain & Company qui a inventé le NPS, qu'il faut trouver, ou il faut voir les coûts, les frais que vous avez pour faire les appels des actions. Et à la fin, il faut voir dans une certaine période de temps les bénéfices qui s'apportent. Simplement, il peut savoir les bénéfices aussi en argent, mais ils sont plus de bénéfices, plus de mesures que seulement l'argent. Et pour Benz, ils ont toutes les organisations dans tous les types de marchés, donc c'est très grand. Ils ont vu que 4 à 8% des revenus sont plus hauts, donc pour ceux qui travaillent avec le Return on Experience, donc qui a impliqué la gestion de l'expérience client. On est dans le monde de golf, donc j'ai voulu chercher deux exemples qui sont un peu plus proches à nous. Et donc, j'ai trouvé un exemple de la fédération en Danemark, la Danish Golf Union. Et ils ont mesuré pendant 3 ans beaucoup des golfs. Et ils ont trouvé une corrélation entre le score NPS et la partie des membres des clubs qui, sur la réponse sur la question est « Est-ce que vous pensez que vous êtes encore membre dans les prochains 2 ans ?» Et donc, il y a une corrélation. Chaque fois quand l'NPS augmente avec 10%, c'est 2
2,8% plus probable. Les gens qui répondent qu'ils veulent rester augmentent avec 2,8%. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre la satisfaction et le taux de rétention des clients. Et on sait bien le taux de rétention, comme on sait que c'est moins cher de tenir la client existante que d'augmenter le nombre de nouveaux clients. Et c'est aussi une augmentation de revenus. Un autre cas, c'est la fédération en Finlande, Finnish Golf Union, et ils ont analysé les golfs qui ont environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en France, c'est aussi la plupart des golfs, je pense qu'ils sont là. Et il existe donc une corrélation entre les scores NPS et les chiffres d'affaires parce que une augmentation de 5 points sur les NPS correspond à une augmentation du chiffre d'affaires de 15 000 euros. Donc, ce sont deux exemples, et ils seront peut-être plusieurs exemples, mais c'est important que, oui, c'est aussi mesurable. L'expérience, ce n'est pas seulement une émotion qu'on a ou une chose qu'un client dit, mais on peut vraiment travailler avec ça pour avoir aussi des KPIs, des Key Performance Indicators, pour améliorer notre performance. Donc, ce qu'il faut retenir de cette présentation, première chose, un client satisfait rapporte plus d'argent. Faites vos choix de clientèle en fonction de votre vision. Concentrez-vous sur les points faibles qui ont le plus d'impact pour être efficace parce que vous n'avez pas les ressources pour faire tout. Fournir une structure, une boucle automatique de rétroaction et assurez-vous que tous les employés sont engagés. C'est vraiment une chose d'une équipe parce que l'expérience sur votre golf, ça ne dépend pas d'une personne ou d'une interaction, c'est l'ensemble qui compte. Donc, les avantages des enquêtes de satisfaction client automatisées, qu'il est facile de se connecter. Avec votre système CRM, normalement, c'est fait. On peut dire en 2 jours, vous êtes connecté, vous pouvez faire votre enquête adaptée à vous et c'est parti. Donc, la mise en œuvre, c'est rapide. Il peut être utilisé par tout le monde, c'est pas difficile. Les techniques, c'est le technique, on laisse ça à les gens qui ont beaucoup qui sont à l'aise avec les techniques et nous, utilisateurs, on n'a rien à faire avec ça. Donc, c'est très simple. Il est facile de suivre et de surveiller parce qu'il y a un tableau de bord en real life, donc sur le temps réel. Chaque fois quand il y a une répondante qui a rempli l'enquête, vous êtes au courant, c'est tout de suite mis à jour. Et il indique clairement quels sont les appels à l'action. Vous ne devez pas faire des choses, vous n'avez pas besoin d'un document Excel, c'est clair, c'est juste en face de vous sur le matrice. Et il affichera immédiatement le résultat. Donc aussi là, vous pouvez mesurer votre action et vous pouvez voyez tout de suite le résultat. Et vous avez aussi le benchmarking avec votre histoire, avec des autres cibles, avec des autres. Et donc, il rentre le ROI, le Return on Experience mesurable. Donc, je veux vous remercier et aussi Pierre que je pouvais faire cette présentation parce que je trouve que cet argument de connaître mieux votre cliente est très important aujourd'hui, surtout qu'ils sont beaucoup des fournisseurs, beaucoup des entreprises qui ont beaucoup d'informations, des données clients. Et donc,
aussi le golf, même, il faut se rendre compte que vous avez déjà beaucoup des informations, donc pourquoi pas l'utiliser pour améliorer l'expérience client. Merci. Merci beaucoup Ariette pour cette présentation très claire. Dans l'aspect sensibilisation à l'expérience client, chacun et chacune se fera son idée sur les points à retenir que tu as rappelés en fin de présentation. De mon côté, j'en verrai au moins quatre principaux, et puis on pourra peut-être développer lors d'un autre webinaire sur le même thème, par exemple. Il y a l'importance de définir une stratégie vraiment et de savoir ce que notre golf offre en termes de services et en termes de produits, de manière à pouvoir justement mesurer cette satisfaction en fonction de l'offre. Engager les équipes, ça a priori tu en as parlé plusieurs fois, puisque ce seront les acteurs et les actrices principaux de cette personnalisation de l'expérience client, notamment sur la reconnaissance et sur l'action et sur la promotion justement de cette offre de nos clubs de golf. Mesurer et adapter en fonction des mesures que l'on peut retenir et que l'on peut observer. Et enfin, avoir des outils qui nous permettent de monitorer tout ça. Fred Bessonneau à Deauville parlait d'un outil, Magali à Évian parlait d'un autre. Ce sera peut-être l'occasion à l'occasion d'un congrès, d'un mini-congrès ou d'autres types d'échanges, de pouvoir présenter les offres des produits qui existent sur le marché français actuellement. Tu en as toi en tête. Nous en avons parmi nos membres, avec Paul notamment, un autre type de produit. Il y en a d'autres qui existent et qui sont peut-être pas franco-français et qui sont européens et qui sont tout aussi efficaces pour cette finalité. Une question intéressante que je te pose, Ariette, alors je ne sais pas qui l'a posée puisque ça vient d'un spectateur anonyme, mais il ou elle se posait la question de savoir que, en fonction de l'âge moyen des pratiquants de golf en France, côté licencié par exemple, avec plus de 200 000 licenciés qui ont plus de 55 ans, est-ce que cet âge moyen ne freine pas le développement digital dans nos golfs, et notamment avec l'utilisation des outils numériques, smartphones et autres? Ben, vous savez que aussi les personnes avec un âge plus de 60 ans, ils sont connectés. Donc, et aussi eux, ils ont utilisé Internet et la digitalisation pour faire leurs achats. Donc ça, c'est notre vie quotidienne. Je ne pense pas que, donc en priori, ils sont pas euh, Ils sont pas ils utilisent tous les outils. Mais je ne pense pas que c'est pas le parti digital, c'est plutôt pour mesurer et pour faciliter le nombre de données, etc. Les choses qui comptent, c'est la possibilité d'être plus personnel, d'adopter les services justement parce qu'on n'a plus de données, donc on sait mieux d'acter une manière plus personnalisée par confronte à notre clientèle. Et c'est ça qui compte. Donc aussi, par exemple, à l'accueil, il y a un fiche clientèle. Ce serait intéressant d'avoir comme un tableau de bord les points clés que dans l'instant quand le client arrive, les personnes qui est derrière la réception, ils savent dire les choses parce qu'ils connaissent bien le client, ce qui donne la sensation de vraiment connaître le client. Et c'est bien aussi, évidemment, si vous avez toujours le même personnel et les mêmes personnes qui viennent avec beaucoup de nouveaux golfeurs ou les golfeurs qui sont plutôt nomades, vous n'avez pas la même relation. Et donc, c'est important quand même d'essayer d'être plus personnel dans votre approche. Et c'est ça, donc c'est plutôt utile pour travailler et ce n'est pas le technique qui prend notre rôle de service. Alors, deux choses. En résumé, a priori, tu dis que les plus de 55 ans qui composent
plus de 50% d'ailleurs des licenciés en France sont globalement des hommes et des femmes connectés. Ça, on le voit aussi, on peut le voir, je pense, sur les outils de réservation de green fee en ligne ou de départ en ligne qui prouvent une activité même tard le soir ou même dans la nuit ou tôt le matin. Donc, Ouais. effectivement, il faut tenter de prouver que ce sont des golfeurs et des golfeuses connectés. Et deuxièmement, si j'ai bien compris, il doit y avoir aussi, dans l'utilisation des outils, il y a ceux qu'on va proposer à nos clients, type une enquête de satisfaction en ligne. Et puis, il y a tous ceux qu'on va utiliser, nous, dans une exploitation de golf, sur justement la mesure de la satisfaction client, mais qui ne sont utilisés finalement qu'en interne. Oui, oui, que l'information que c'est important euh, d'avoir pour avoir une approche plus personnelle. C'est ça en principe. Et donc, on tient aussi compte seulement des informations utiles. Et ça, les, les enquêtes de satisfaction, on peut nous dire quels sont les points importants pour chaque groupe cible. Donc, sinon, on a trop de données. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et ensuite, c'est très important toujours le contact réel avec votre équipe. Euh, mais ça dépend un peu aussi c'est culturel, la réponse et le besoin et l'utilisation d'un questionnaire. Parce que je pense, peut-être nous, au Nord, on aime bien d'avoir un questionnaire parce que ça me donne l'idée que mon vision ou mon avis est tenu en compte. Et ça, c'est aussi important. Donc, un questionnaire ne doit pas être vu comme une chose technique pour mesurer et pour faire les statistiques, mais c'est vraiment un outil ouvert pour faire parler les gens et pour donner cette information qui sont importantes. Et si on pense comme ça, on a moins peur et on utilise ça d'une manière plus naturelle. Question un petit peu plus générique. Là, on a vu dans les participations de nos spectateurs, enfin de nos directeurs et directrices de golf, qu'il y avait certains golf resort plutôt, donc comme à Évian pour Magali et Mathieu, comme à Deauville pour Frédéric. Donc il y a déjà des resorts qui ont plusieurs activités sur site qui pratiquent justement ces enquêtes de satisfaction client et un service qualité, en l'occurrence pour Magali à Évian. Est-ce que c'est finalement logique que ce type d'organisation ait déjà des process en place? Et qu'en est-il de tous nos golfs indépendants qui sont finalement la majorité des types de structures en France? Est-ce que tu as une idée en fait, de prix ou d'investissement qu'il faut considérer mettre en place pour un golf indépendant, par exemple? Bah, je sais qu'on peut dire, en gros, je pense qu'on parle d'un investissement très bas. Ça peut être du 500 à 1000 euros euh, par an. Donc, c'est pour tout, pour une golf, pour tous ses clients. Donc, environnement, ça peut être, je pense, 400 membres et puis les invités. Donc, c'est vraiment une abonnement. Donc, c'est ça, c'est pas d'autre que d'avoir accès et ils ne sont pas d'autres choses normalement à payer. Ça peut être qu'il y a un petit fee de connexion avec des autres utiles, ça je ne sais pas, mais en gros, donc c'est ça. Ça peut être 500 euros par an. Donc je pense que ça, c'est vraiment pas un obstacle pour ne pas l'utiliser. Ok. Pas d'autres questions là pour l'instant. Vous avez encore on va dire quelques secondes pour poser des questions
si c'est le cas. Et puis, J'ai une question, Ariette, pour vous. Je travaille dans un golf associatif. On a mis en place un questionnaire de satisfaction pour nos membres à la fin de l'année dernière. On a eu 40% des membres qui ont répondu. Comment est-ce quel moyen est-ce qu'on peut utiliser pour augmenter le taux de réponse des membres de nos clubs, et comment est-ce qu'on traite les 60% de membres muets, en fait? Comment est-ce qu'on les considère? Moi, je pense qu'il faut commencer avec une communication sur le but que vous avez avec l'enquête, et aussi d'expliquer, parce que c'est ça, il faut commencer avec un peu de communication. Pourquoi vous faites cette enquête? Quel est le but pour faire ça? Et aussi, là, c'est ce que j'ai justement dit, que est-ce que les personnes, les répondantes, est-ce qu'ils ont l'idée que, euh, que c'est important, c'est valable de répondre, ou qu'est-ce que ça porte à eux pour le faire? Donc, what's in it for them, hein, pour dire. Et ça, peut-être, doit être expliqué un peu mieux afin qu'ils soient plus engagés, et donc ils sont plus dispo à partager cette expérience, cette information avec vous. En gros, je sais qu'au nord, parce que j'ai plus d'expérience et j'ai plus de données des golfs, par exemple aux Pays-Bas et en Danemark, le taux de répondants est très haut. Donc, mais je pense qu'il y a aussi un aspect culturel, mais surtout un aspect de communication et d'engagement. Il faut avoir l'idée que ça porte quelque chose à la personne qui répond. une autre question, Ariette, sur en fait le staff et nos équipes sur les golfs, de savoir si le personnel des golfs est suffisamment formé pour ce type de démarche, question 1. Et question 2, est-ce qu'ils auront le temps de pouvoir s'impliquer comme ça pour atteindre les objectifs fixés? Les objectifs par rapport à les changements qui viennent de… Satisfaction client, si tu veux, en gros. Ouais. Bon, normalement, ils sont des choses très simples. Ça peut être juste, et c'est très ciblé aussi. Donc, ça peut être juste un changement sur une communication, ou un changement physiquement sur le parcours, ou un changement de l'accueil. Donc, normalement, les commentaires sont très simples, sont vraiment pas compliqués, et donc faciles à gérer. Selon moi, le temps qu'il faut, c'est plutôt au moins une fois par an ou 2 fois par an d'être ensemble avec l'équipe, et de parler de ça, et aussi d'institutionnaliser, par exemple, une fois par mois, une évaluation entre l'équipe, et aussi peut-être dans la rémunération des gens. Et on peut mettre un objectif qui vient de ce type de satisfaction client. Comme ça, toute l'équipe est plus engagée et travaillent mieux ensemble pour obtenir les résultats. Mais en gros, c'est pas le sujet même, c'est pas très difficile, parce que tout le monde travaille déjà avec les clients. Mais c'est l'aperçu qu'ils sont ensemble et que les clients a besoin d'une expérience complète de son expérience. Et ça, aussi, un petit webinaire, une, deux, trois, est aussi personnalisé avec un atelier pour travailler dessus. Ça suffit, je pense. Et il ne faut pas non plus penser à les études énormes. C'est une science humaine. C'est pas trop difficile.
Ok. Étant donné qu'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure. Partiellement peut-être, parce qu'après chacun y piochera ce qu'il souhaite. Déjà, je pense que ce qu'on a retenu, c'est il faut déjà se poser la question, comme on l'a fait sur ce thème de webinaire, sur justement notre façon d'aborder l'expérience client. Deuxièmement, une question de volonté, d'une volonté justement de l'adresser et de la mesurer pour pouvoir en tirer des bénéfices globaux qui sont à la fois de la rétention, donc de rétention de membres, de golfeurs ou de clients dans nos golfs pour s'assurer que notre golf répond à leurs besoins et à leurs attentes. Recruter, bien évidemment, recruter des nouveaux membres, recruter des nouveaux golfeurs au Greenfield, recruter de nouveaux enfants sur l'école de golf, par exemple. Et pour ça, il faut avoir un certain nombre d'éléments qui notent nos golfs sur leur offre et leurs produits. Et puis au-delà de la question et des bénéfices qu'on peut en tirer, c'est mettre en place des process et des outils de mesure qui nous permettent justement d'avoir une image fidèle de notre expérience client en interne et en externe. Donc, il ne nous reste que vous remercier tous pour votre assistance, remercier Ariette pour cette présentation. Il y aura sans doute d'autres webinaires en fonction du temps que va durer encore cette crise qu'on espère le plus faible possible. La suite, ce sera peut-être en réel lors des mini-congrès ou congrès dès qu'on aura l'autorisation de pouvoir les tenir à nouveau. Et puis, peut-être d'approfondir cette thématique de l'expérience client avec d'autres intervenants et d'autres perspectives. En tout cas, merci beaucoup, Ariette, pour cette Merci à présentation. vous. Merci d'y avoir assisté et à très bientôt pour un nouveau webinaire de la DGF. Bonne journée, bonne fin de semaine à tous. Merci, au revoir.